Ouais, salut les gens. Donc, je vous fais une vidéo pour vous présenter un projet que je m'apprête à poster. Donc, l'objectif, tout simplement, c'est de pouvoir vous faire installer et configurer un Windows 11 proprement. Donc, on va couvrir deux cas, tout aussi bien sur un PC physique que sur une machine virtuelle, donc avec VMware. Le résultat final, ça sera tout simplement un système optimisé avec les outils essentiels installés, ou tout du moins une partie. Donc la structure du tutoriel, ça va être la préparation, l'installation, la post-installation et l'optimisation du système. En termes de prérequis, il faut bien évidemment avoir un PC compatible pour ceux qui veulent installer un Windows 11. Machine virtuelle, donc savoir si votre PC est compatible à faire tourner une machine virtuelle dessus, si c'est cet objectif-là. Une connexion Internet, une clé de 8 Go minimum pour ceux qui souhaitent installer le Windows sur le PC physique. Pour les machines virtuelles, il n'y en a pas besoin. Et en termes de notions de base, ça peut aider si vous connaissez BIOS, UEFI, ce que c'est un ISO et ce que c'est une machine virtuelle. En termes de téléchargement, on va voir comment télécharger à partir du site officiel de Microsoft Windows 11 en format ISO. Au niveau des outils, on va utiliser Rufus à partir de Windows pour pouvoir créer notre clé USB. Linux, je ne l'ai pas encore traité. On va également télécharger VMware Pro Workstation qui est gratuit. Il faut juste créer un compte sur leur site. Et en termes de lien méga, si vous avez un PC qui n'est pas compatible Windows 11 mais que vous voulez reproduire ça à partir d'un autre Windows, je pourrais fournir des anciennes versions de Windows. En termes de la création de l'USB bootable, donc comme je le disais, on va se servir de Rufus à partir de Windows. Je peux fournir également les commandes à partir de Linux pour DD, qui est installé par défaut sur Linux. L'installation de Windows 11, donc ça va être sur un PC physique avec une démo complète et sur une machine virtuelle avec l'installation de VMware et sa configuration. Comment créer une machine virtuelle avec toutes les configurations qu'il faut et l'installation de Windows dessus. Au niveau de la post-installation, on va faire tout ce qui est de mise à jour, les mises à jour donc de Windows Update Store et de Defender, les primordiales. Après, on va regarder pour les logiciels, le navigateur, les extensions et certains autres outils. Donc je vous ferai découvrir Ninit si vous ne connaissez pas. Et en termes de configuration, donc on va s'acharner un petit peu à sécuriser notre futur ordinateur. En termes d'optimisation, donc on va supprimer tout ce qui est un petit peu inutile installé par défaut lorsqu'on installe un Windows. On va activer notre Windows. Donc il y aura plusieurs alternatives. Il y a toujours une alternative gratuite et d'autres payantes. Pareil pour le bonus, nous installerons Office 365. Il y a toujours une alternative également à Office 365 qu'on verra. On aura pour ceux qui désirent créer une machine virtuelle des outils, enfin des idées d'outils de développement qui pourraient couvrir le CC+, le Go, le Python, l'IDE, certains petits logiciels. Et en termes de conclusion, tout simplement que vous aurez une installation propre de Windows 11 qui aura été réalisée, un système configuré et mis à jour du mieux qu'on pourra essayer de le faire, et surtout un environnement prêt pour une utilisation optimale. Et il y aura juste après à peaufiner en fonction de vos goûts et de vos couleurs. Donc pour pouvoir télécharger notre Windows 11, c'est très simple. On va tout simplement sur le site officiel de Microsoft. Ici, on a téléchargé l'image disque. Donc on va sélectionner Windows 11. Un peu plus bas, on a téléchargé. Ici, on choisit la langue qu'on souhaite avoir sur notre prochain système d'exploitation et on fait confirmer. Ici, ça nous indique que les liens sont valables 24 heures. Vous cliquez sur 64 bits téléchargés et ça vous télécharge le logiciel. Alors, méfiez-vous, si vous téléchargez plusieurs fois le logiciel, vous serez bloqué pendant 24 heures. Au bout de deux ou trois fois de mémoire, ça bloque 24 heures.
Donc on voit que le téléchargement est terminé, il se trouve dans le dossier de nos téléchargements. Donc pour télécharger Windows avec Rufus, c'est simple. On va sur le site officiel de Rufus. On télécharge la version portable Windows 64 bits. Elle sera dans le dossier des téléchargements. On double-clique. On fait les mises à jour. Ici, on sélectionne télécharger. On clique sur télécharger. Ici, on a la version de Windows 11 où on peut en prendre d'autres. Donc nous, en l'occurrence, c'est le Windows 11. Continuer. On est sur le dernier build. Là, on sélectionne Windows 11. De toute façon, on n'a pas le choix. Et ici, on sélectionne notre langue. Continuer. L'architecture, donc nous c'est 64 bits. Télécharge avec un navigateur si on veut. Moi je vais le télécharger comme ça. Télécharger. Là, on l'enregistre où? Dans nos téléchargements, comme ça on le retrouve facilement. Enregistrer. Et là, ça télécharge. Là, on voit que le téléchargement il est terminé. Si je vais dans mes téléchargements, je retrouve quoi? Mon Windows 11. Donc pour télécharger VMware Workstation Pro, c'est tout simple. Comme d'habitude, on va sur le site officiel. Donc il faudra au préalable vous créer un compte, c'est gratuit. Ici, vous avez VMware Workstation Pro pour Windows. Vous cliquez sur télécharger maintenant. Vous arrivez dans le dossier mes téléchargements et ici vous pouvez cliquer sur R. Tout en bas à droite dans la liste, vous avez VMware Workstation Pro. Vous cliquez dessus. Donc là, les dernières en date, c'est les 25H2. Donc vous avez soit pour Windows, soit pour Linux. Vous prenez en fonction de votre système d'exploitation. Et dans la liste, vous prenez celle de tout en haut, qui est la dernière en date. Donc en l'occurrence, là, c'est la 25H2U1. Et arrivé sur cette page, ici, vous avez l'icône pour pouvoir télécharger le logiciel. Vous cliquez dessus. Et voilà que ça se télécharge. Et une fois encore, ça se trouvera dans vos dossiers des téléchargements. À l'étape, on va créer la clé USB bootable. Donc à partir de Windows avec Rufus. Donc normalement, dans vos téléchargements, vous avez déjà Rufus de télécharger. Mais pour ceux qui ne l'auraient pas, vous cliquez tout simplement sur le site officiel. Vous allez sur Windows 64 bits portable, vous cliquez dessus, ça va vous la télécharger. Une fois que vous l'avez dans vos dossiers de téléchargement, vous double-cliquez dessus. Si ça vous demande qu'il y a une mise à jour, vous la faites. Ici, vous avez en haut le nom de votre périphérique. Donc le nom de votre périphérique, ça détecte votre clé USB, qui est la mienne qui est ici. Ici, c'est le type de démarrage. Donc on va cliquer sur sélectionner. Dans nos téléchargements, on va cliquer sur le Windows qu'on a téléchargé tout à l'heure. Ici, donc maintenant, c'est installation standard de Windows. Si vous ne savez pas votre partition, si vous êtes en GPT ou en MBR, ce que vous faites sur l'icône de Windows tout en bas, vous faites un clic droit, vous allez sur gestion des disques, vous allez sur votre disque 0 où il y a votre lecteur C, vous faites un clic gauche sur disque 0 et un clic droit, vous allez sur propriétés, dans l'onglet volume,
il y a marqué type de partition. C'est là que ça sera marqué GPT ou MBR. Donc en fonction, ici, vous sélectionnez ce qui est marqué dans l'onglet volume. Après, au niveau des options de périphérique avancé, vous laissez par défaut le nom de volume. Donc ça sera le nouveau nom de votre clé USB. Donc par exemple, moi je vais marquer Windows 11, comme ça je sais ce qu'il y a dans ma clé USB. Le type de système, on laisse. La taille, on laisse. Les options de formatage avancé, on fait en formatage rapide. Et ajouter un label étendu à une icône si on veut. Ce n'est pas obligatoire, mais on laisse par défaut comme ça. Une fois que cela est fait, on va pouvoir cliquer sur démarrer. Donc il faut savoir juste au préalable que votre clé USB sera effacée. Donc tout ce qu'il y a dessus sera supprimé et ça sera perdu. Donc si vous avez des données dessus, évidemment, sauvegardez-les sur votre ordinateur ou sur un autre support. Une fois tout cela fait, vous cliquez sur démarrer. Ici, Rufus vous propose certaines options à configurer pour le système d'exploitation qu'on va installer. Donc en l'occurrence, ici, vous allez pouvoir donner un nom d'utilisateur à la machine Windows 11 qu'on va installer. Et vous avez plusieurs options. Donc je vous laisse lire, cocher ou décocher celle que vous préférez. Dans l'ensemble, on décoche les 3 dernières et tout le reste, on les coche. Une fois cela fait, on clique sur OK. Ici, ça nous dit en fait que les données vont être effacées, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc si on accepte, on fait OK. Et à partir de ce moment-là, c'est en train de créer notre clé USB bootable avec le Windows 11 dessus. On n'a pas qu'à patienter approximativement 15 minutes selon votre ordinateur. On peut voir que la clé USB bootable vient de se terminer d'être créée. Donc elle a duré 17 minutes 48. Donc vous pouvez cliquer sur fermer et ici votre clé USB a bien été créée. Donc ici nous sommes à l'étape où on va pouvoir installer tout simplement notre Windows 11 sur notre PC physique. Donc ce n'est pas la méthode pour la machine virtuelle, mais je vais tout de même le faire sur une machine virtuelle étant donné que j'ai pas d'autres PC sur lequel installer un Windows. Donc comme on peut le voir ici, j'ai bien ma clé USB qui est connectée à ma machine virtuelle, donc comme si c'était mon PC physique. J'ai démarré le PC en appuyant sur F2 pour arriver dans le menu du BIOS. Et arrivé ici, je vais tout simplement sélectionner ma clé USB pour pouvoir démarrer dessus. Donc là, mon ordinateur démarre sur ma clé USB. Donc je le rappelle, c'est comme si vous étiez sur un ordinateur physique. Ce n'est pas la méthode pour la machine virtuelle en théorie. C'est pas la plus optimale. Donc là, on va attendre que le Windows d'installation charge. Donc c'est un peu plus lent de cette façon-là parce que c'est sur une clé USB dans une machine virtuelle, donc c'est vraiment pas le plus opti pour aller vite, mais je n'ai pas d'autre choix pour montrer. Donc ici on voit que le programme d'installation a démarré, donc on sélectionne notre langue, on fait sur suivant, le clavier asserti c'est parfait, on fait sur suivant. Ici, on fait installer Windows 11 comme c'est mis. Et ici, on accepte de tout supprimer, y compris les fichiers, les applications et les paramètres système. C'est ce qu'on a coché tout à l'heure dans l'option Rufus pour supprimer les choses indésirables qu'installe Windows par défaut. On fait sur suivant. Ici, si vous avez une clé produit, évidemment, vous la rentrez. En l'occurrence, moi, j'en ai pas, je l'activerai plus tard, donc je dis que je n'ai pas de clé.
Ici, c'est là que vous allez sélectionner la version du Windows que vous voulez. Donc elles sont toutes disponibles, donc vous prenez celle que vous désirez. Moi en l'occurrence, je vais mettre la professionnelle, je vais faire sur suivant. Ici, c'est le contrat que je vous invite à lire, même si personne ne le fait. Une fois que c'est fait, vous faites sur accepter. À partir d'ici, vous avez du coup trois partitions, enfin deux disques durs et deux partitions. Ici, c'est le disque dur de la machine de l'ordinateur. Et en dessous, c'est ma clé USB. Donc vous sélectionnez l'espace non alloué et vous faites sur suivant. Et ici, vous faites sur installer. Et maintenant, il n'y a plus qu'à patienter que l'installation se fasse. Alors, on peut voir que l'installation s'est terminée, donc ça a mis plus ou moins une demi-heure, je crois, j'ai pas trop prêté attention. Donc on voit également que grâce à Rufus, hein, on n'a pas eu besoin de rentrer dans notre nom d'utilisateur, hein, ni même de créer un compte Microsoft si on n'en avait pas pour pouvoir installer le Windows. Tout a été fait automatiquement. Donc je vais juste tout simplement, moi étant donné que je suis sur une machine virtuelle, régler la résolution. Voilà. Donc voilà, donc on peut voir que maintenant notre ordinateur est installé. Donc nous sommes à l'étape où on va pouvoir installer VMware sur notre ordinateur. Donc pour pouvoir installer Windows 11 sur une machine virtuelle cette fois-ci. Donc précédemment, à partir de Windows, nous avions téléchargé le programme d'installation à partir du site officiel VMware. Donc tout simplement, il est dans le dossier téléchargement. On va double-cliquer dessus. Donc là, il y a le programme d'installation qui va se lancer. Donc on accepte les termes de licence que je vous invite à lire même si on ne fait le jamais. On clique sur suivant. Là, c'est le dossier dans lequel il va s'installer. Je vais le laisser par défaut. Je vais laisser cocher vérifier les mises à jour du produit, mais je vais décocher rejoindre le programme d'amélioration. Là, je vais juste cocher sur poste de travail pour les raccourcis et je vais faire installer. Donc là, l'installation c'est terminé. Donc maintenant qu'on a installé VMware sur notre ordinateur, on va pouvoir mettre l'icône de raccourci dans notre barre des tâches et supprimer le raccourci qui se trouve sur le bureau dans la corbeille. Comme ça, on garde tout au propre. On ouvre le programme. Donc ici, on se retrouve sur la page principale d'accueil. Alors ça, vous ne l'aurez pas, c'est parce que moi j'ai déjà des machines virtuelles. Donc vous allez, on va faire un rapide tour des options. Vous allez surtout pouvoir voir moi ce que j'ai configuré. Ça évite de les faire une par une. Donc on va faire modifier préférences. Donc ce qu'il faut savoir principalement, c'est que ici, c'est le dossier où se trouve le stockage de vos machines virtuelles. Comme ça, si vous voulez les retrouver, vous pouvez aller tout simplement aller les rechercher. Donc on voit que moi, mes machines virtuelles sont ici. Et c'est ce qu'on retrouve également si on les stocke en haut.
par justement se souvenir des onglets de session ouvert. Donc voici un rapide tour, je vais vous dire celles qui sont vraiment importantes. Donc à connaître, il y a celle-ci, se souvenir celle-là également. Au niveau des entrées, il n'y a rien de primordial, les raccourcis non. Ajuster les fenêtres, c'est pratique. Bon, après le thème, on s'en fout un petit peu sur système, au moins comme ça s'adapte. Autoriser l'accélération matérielle, ça vous pouvez le mettre également. USB, c'est important de me demander quoi faire, ça évite de se déconnecter, c'est les USB que vous avez sur votre PC physique lorsque vous démarrez votre machine virtuelle, ça évite de les déconnecter. Mise à jour, alors ça c'est important de les cocher. Et vous pouvez également cliquer sur télécharger tous les composants maintenant, donc on voit qu'ils sont à jour, et vous pouvez cocher également mettre à jour automatiquement VMware Tool, ce qui vous permet en fait de faire des copier-coller, des glisser-déposer de dossiers et ainsi de suite entre l'hôte et la machine virtuelle si vous configurez la machine virtuelle qui accepte ça. Les commentaires, ça c'est ce qu'on a décoché tout à l'heure. La mémoire, ça c'est par défaut, c'est un petit peu adapté également à vos performances de votre ordinateur host. Les priorités normales. Et périphérique, ça c'est désactivé. Donc ça c'est les rapides options à configurer dans le logiciel lui-même. Et après il y aura des options qu'on configurera dans la machine virtuelle. Donc nous sommes arrivés à l'étape où on va pouvoir créer une machine virtuelle pour pouvoir installer notre Windows 11. Donc pour pouvoir créer la machine virtuelle et la configurer comme on le souhaite, tout simplement on va ouvrir le logiciel VMware qu'on a installé et on va cliquer sur créer une nouvelle machine virtuelle. Ici deux options possibles, soit la recommandée, soit la avancée. Je vous invite à utiliser la avancée, au moins vous savez ce que vous allez configurer. Ici, la compatibilité, ça sera la dernière version, c'est ce qui sélectionne par défaut, donc c'est parfait. Ici, il y a deux possibilités. Soit directement par le fichier ISO qu'on a téléchargé de Windows 11, de préférence sur le site officiel, soit de choisir ultérieurement. Il y a deux possibilités de faire, je vais vous montrer les deux, donc pour l'instant je vais noter tout simplement ultérieurement. Ici, on souhaite installer quoi? Windows, donc Microsoft Windows. Ici, c'est le nom de notre machine virtuelle. Donc, on peut la nommer comme on veut. Donc, moi, je vais l'appeler VM Win 11. Et ici, c'est l'emplacement où sera stocké notre VM sur notre ordinateur physique. Donc, en fait, moi, c'est configuré dans mes documents. Et j'ai un dossier machine virtuelle. Et lui, en fait, il me dit quoi? Il me dit qu'il va stocker la machine virtuelle dans le dossier VM Win 11. Donc ici, tout simplement, ce que je vais faire, nouveau dossier, je vais m'assurer qu'il me stocke bien la VM dans ce dossier-là. Donc je vais créer un dossier VM Win 11. Et là, on voit bien que j'ai marqué un M majuscule, alors que là, je ne l'avais pas marqué, par exemple. Et ici, je vais bien vérifier qu'il me crée bien la VM dans le dossier que j'ai choisi. Une fois ça fait, je fais suivant. Là, c'est pour configurer le chiffrement. Donc ça sert à rien de faire tous, vous pouvez mettre simplement les fichiers nécessaires. Vous mettez un mot de passe qui vous permettra de le déchiffrer. C'est plus pratique. Et vous faites sur suivant. Ici, vous laissez ce qui sera défini par défaut. Vous n'avez pas besoin de marquer, de cocher démarrage sécurisé. Là, ça dépend un petit peu de la configuration de votre PC physique. Donc, je recommande au minimum un processeur et 2 cœurs. Moi, je peux me permettre d'en mettre 4, donc je vais en mettre 4. Mais au minimum, c'est 1 et 2.
Ici, c'est la mémoire vive que vous allez attribuer à la machine virtuelle. Donc par défaut, il dit 4. Le recommandé, c'est vraiment 8, parce que déjà 4, vous allez galérer à max. 8, c'est vraiment le minimum pour faire tourner du Windows 11 sur une machine virtuelle. Moi, je vais mettre 16 parce que j'ai la capacité qui me permet. Ici, c'est au niveau du réseau. Alors là, encore une fois, ça dépend de ce que vous voulez faire avec votre machine virtuelle. Si votre but, c'est, je sais pas, de faire communiquer le réseau entre votre machine host et votre machine virtuelle, donc la machine host, c'est votre PC physique sur lequel je suis, sur lequel j'ai installé le logiciel. Si vous voulez faire communiquer les deux ensemble facilement par le réseau, vous mettez une adresse IP par pont. En fait, ce qui va permettre d'avoir votre machine host, admettons en 192.168.1. quelque chose, et votre machine virtuelle pareil. Par exemple, là, si je regarde mon adresse IP, je vois que je suis en 192.168.1.154. Peut-être que la machine virtuelle elle sera en 138 par exemple, ici. Mais ils pourront facilement communiquer entre elles par le réseau. Si vous voulez donner un accès direct à Internet à votre machine virtuelle, c'est directement par NAT. Et si vous voulez isoler votre machine virtuelle, qu'elle puisse pas communiquer facilement avec votre machine host, c'est la manière la plus sécurisée. Vous utilisez Hot seulement. Et là, votre machine virtuelle elle aura peut-être une adresse IP, par exemple en 10.10. quelque chose. Donc, ça dépend de ce que vous voulez faire. C'est si vous voulez faire communiquer facilement, c'est par pont. Et si vous vraiment isolez votre machine virtuelle, vous mettez host uniquement, hôte uniquement. Donc là, je vais laisser sécuriser comme ça. Ici, je laisse par défaut en recommandé. Ici, par défaut, en recommandé. Ici, c'est pour créer un disque dur virtuel. Donc là, je vais faire créer un disque dur virtuel, parce que j'en ai pas d'existant que je veux utiliser. Ici, c'est la capacité que vous allez attribuer à votre disque dur virtuel. Donc là encore, tout dépend de l'espace de stockage que vous avez. Moi, par exemple, là, j'ai 277 Go. Je me dis que même si j'attribue 100 Go, ça va, je suis safe. Après, tout dépend également des options que vous allez mettre derrière. Donc déjà, je vous recommande de stocker le disque dur virtuel en un seul fichier unique. En termes de performance, c'est mieux. Et d'autre part, ça dépend aussi de allouer tout l'espace disque maintenant ou pas. Si vous faites ça, ça va directement prendre 100 Go sur votre vrai disque dur. Donc en termes de performance, c'est mieux, mais par contre, vous prenez tout de suite l'espace de stockage. Donc au minimum, mettez 80. Et après, en termes de si vous avez beaucoup d'espace disque disponible, vous mettez alloué directement, comme ça vous aurez plus de performance, ou sinon vous décochez. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais l'allouer directement. Là, c'est le nom de mon disque dur qui va être créé. Je vais le laisser comme ça. Et là, c'est un résumé de la configuration. Donc, je vais faire terminer. Et là, ça va nous faire perdre 2-3 minutes le temps qu'il nous crée notre disque dur. Mais lorsqu'on va utiliser notre machine virtuelle, en termes de performance, on y gagnera. Donc là, c'est ce que j'avais un peu résumé ici. Donc j'avais dit un processeur 4 coeurs, 8 Go c'était le minimum, 80 Go c'était le minimum. Donc un disque dur unique. UEFI, bon bah ça c'est de toute façon c'est par défaut, donc il n'y avait pas. Et TMP c'est pareil. Enfin TPM pardon. Graphique, ça on va le voir après. Le mode réseau, c'est ce qu'on a vu également. Donc soit par pont, soit par NAT ou isolé. Le terme de CPU, ça on va le voir après. Le lecteur CD on va voir après. Et bah tout ça on va le voir maintenant là.
une fois que ça a fini de faire ça. Voilà, donc là ça nous a créé notre machine virtuelle avec la configuration qu'on vient de lui donner, mais il n'y a pas encore le Windows installé dessus. Donc on peut cliquer ici sur modifier les paramètres, et là on retrouve les paramètres qu'on vient de configurer, et qu'on peut encore modifier ici en fait. Donc tout ça on peut encore le remodifier. Donc ce qui est important maintenant de refaire ici, c'est que là par exemple, si vous activez cette option, c'est si vous voulez utiliser par exemple Docker, si vous voulez installer WSL sur votre machine virtuelle, ça il faudra le cocher. Au niveau du disque dur, bah ça on l'a déjà configuré, ça je vais y revenir à la fin. Ici c'est pour changer le réseau, donc comme on voit, on a mis en réseau privé, enfin sécurisé quoi. Mais vous pouvez le remodifier ici. Alors certaines options, on est obligé d'éteindre la machine virtuelle, changer les options et de redémarrer la machine virtuelle pour que ça s'apprenne en compte. Mais ça, vous le verrez à l'utilisation. La carte son, bah, c'est si vous voulez que la machine virtuelle ait du son ou pas. Si vous ne voulez pas, bah, vous pouvez carrément supprimer le périphérique. L'affichage, c'est ici qu'on sélectionne l'accélération 3D, justement. Donc ça, faut le cocher. Donc là, je vais reprendre vite fait mémoire. Donc ça, vous pouvez modifier à tout moment. Processeur, donc ça, c'est les configurations que moi j'ai faites, mais minimum c'est 2 que vous mettez. Si vous pouvez 4, c'est bien. Après, vous testez. Donc ça, c'est disque dur, vous n'avez pas besoin de remodifier. Ça, je vais revenir après. Ça, c'est si vous voulez changer, vous pouvez le faire à tout moment. Ça, je l'ai déjà dit. Donc voilà, les configurations vraiment après spécifiques qu'il faut faire, c'est l'accélération 3D ici. Ajuster automatiquement la taille, ça, il faut cocher aussi. Et après, dans les options, donc là, c'est ce qu'on a configuré déjà tout à l'heure. Ici, c'est les dossiers partagés. Donc, c'est-à-dire que par exemple, moi, là où je stocke mes machines virtuelles, j'ai un partage VM. C'est un dossier que j'ai créé. Ça veut dire que sur mon PC physique, je peux partager ce même dossier-là si je veux avec mes VM. Donc si je veux le faire, ici, je mets toujours activé. Je mappe le lecteur comme lecteur réseau. Ça veut dire que dans ma machine virtuelle, le lecteur de partage il sera affiché ici. Et ici, j'ajoute quoi? Bah, j'ajoute le dossier que je veux partager. Donc je vais dans là où je stocke mes machines virtuelles. Je sélectionne mon dossier. J'active ce partage, lecture seul non, comme ça je peux également modifier les fichiers qui sont dedans. Et je fais terminer. Mais après, c'est pas une façon sécurisée de faire. Ça veut dire que votre machine virtuelle et votre machine host auront un dossier sur lequel elles communiqueront entre elles. Donc c'est pas forcément ce qu'il y a de plus sécurisé. Donc moi ce que je vais faire, c'est que celui-ci, je vais le supprimer là. Je vais vous montrer de le faire de façon sécurisée. Après, vous jugerez par vous-même ce que vous voulez faire ou pas. Les snapshots uniquement hors tension. Donc ça, c'est désactivé. Isolation invitée. Alors ça, c'est pareil. C'est si vous voulez activer le glisser-déposer ou le copier-coller. Donc c'est quand même plus pratique de laisser cocher ça par contre. Ou si c'est pas coché par défaut, de le cocher. Ici, c'est justement ce qui vous permettra d'avoir votre machine virtuelle en plein écran avec une bonne résolution et d'activer le copier-coller, le glisser-déposer. Donc là, c'est pour ça qu'on a besoin de VMware Tool. Et il faut ce qu'on a configuré lorsqu'on a installé le logiciel, on a utilisé d'installer par défaut également, de toujours mettre à jour automatiquement. La connexion VNC, on s'en sert pas, c'est pour le contrôle à distance, donc c'est vraiment plus avancé. Tac, tac, tac. Et ici... Bon, ici, il n'y a rien de spécifique. Donc on va revenir tout simplement à ce qu'on n'a pas encore vu, c'est-à-dire sur le lecteur CD. Parce que tout à l'heure,
On a dit qu'on verrait ultérieurement de comment notre machine virtuelle va démarrer. Donc si on veut démarrer par l'ISO, donc on va décocher tout ici. Là. Et si on veut démarrer par l'ISO, donc sur le fichier qu'on a téléchargé sur le site officiel de Microsoft, on va cliquer ici, utiliser le fichier image ISO. On va aller dans nos téléchargements, on va le sélectionner, on va ouvrir. Et là, on pourra démarrer directement sur le CD ISO. Donc là, on peut se connecter lors de la mise sous tension. Comme ça, le lecteur CD sera automatiquement connecté. On peut faire comme ça. Ou soit directement, je vous montre l'autre solution, c'est qu'on peut faire une détection automatique. C'est-à-dire que là, je valide mes paramètres. Ici, j'ai ma clé USB avec bootable que j'ai créé avec mon Rufus où j'ai mon Windows 11 dedans. Je vais la connecter en fait à la machine virtuelle pour pouvoir démarrer dessus. Donc je mets la machine virtuelle sous tension. Et ici en bas là, j'ai mon scan disque. Je vais cliquer dessus, se connecter et déconnecter de l'autre. Ça veut dire qu'en fait que ça m'a déconnecté ma clé USB de mon PC hôte et ça va la connecter en fait à la machine virtuelle. Et comme ça me permet en fait de démarrer à partir de l'USB sur ma machine virtuelle pour pouvoir installer mon Windows comme je l'ai fait quand j'ai montré comment le faire sur un PC, sur un ordinateur physique. C'est comme ça que je l'ai fait. Donc vous avez les deux possibilités, soit de le faire par clé USB comme ça, soit par le fichier ISO de la machine qu'on configure dans la machine virtuelle. Donc là je vous montre vite fait comme ça et après on le fera par le format ISO. Donc là j'arrive sur le boot et ici par exemple si je vais sur UEFI USB de vis, ça me démarrera sur ma clé USB comme j'ai fait comme je vous disais sur une précédente vidéo quand j'ai installé Windows 11 comme si j'étais sur un ordinateur physique. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais arrêter. Mais comme ça vous le savez si vous voulez le faire. Et là ce qu'on va pouvoir faire c'est dans CD, utiliser l'image ISO par contre, on va connecter le lecteur. Je vais aller chercher mon format ISO, hop, je vais valider. Et là, sur la prochaine étape, je vous montrerai de mettre sous tension du coup et pour pouvoir installer la machine à partir du fichier ISO. Donc nous sommes arrivés à l'étape où on installe notre Windows 11 sur la machine virtuelle qu'on a créée précédemment. Donc pour ce faire, on va démarrer VMware. Donc on va bien vérifier que dans nos paramètres, dans le CD, cette fois-ci c'est bien sur ISO, c'est bon. Et le réseau, il est en haute uniquement. Donc on démarre la machine virtuelle. On clique dessus. Et là, on appuie sur une touche pour démarrer à partir de ce qu'il appelle le CD. Et nous, donc c'est notre ISO. Donc on peut voir déjà que par rapport à une installation sur une machine virtuelle en clé USB avec Rufus et la différence avec là le ISO, c'est que c'est beaucoup plus rapide avec le ISO. Donc ça, c'est ses avantages et ses inconvénients, on va le voir. Mais c'est à savoir. Après, c'est une question de point de vue. Donc là, on sélectionne notre langue. Ici, on accepte. Et on fait installer, on fait pas réparer. Ici, si on a une clé produit, on la rentre. Sinon, on dit qu'on n'a pas de clé. Donc jusqu'ici, tout est pareil que si on le fait avec une clé USB. La première étape, c'est exactement la même chose, sauf que par ISO, ça va beaucoup plus vite. Ici, on sélectionne notre version. Moi, je vais prendre la version professionnelle. Ici, on lit le contrat et on l'accepte.
Ici, c'est notre disque dur qu'on a créé. Donc, on le sélectionne et on fait sur suivant. Et ici, on fait installer. Donc là, on a juste à attendre que la première étape se fasse et on verra la seconde étape qui ne se fera pas automatiquement comme normalement ça se fait avec Rufus pour la création de l'utilisateur. Mais ça, je vous expliquerai quand on sera arrivé à ce point-là. Donc nous sommes arrivés à la première phase d'installation. Donc c'est ici que réside la différence entre l'installation par une clé USB avec Rufus et directement par l'ISO. C'est que Rufus fait cette partie-là automatiquement, alors que nous on va devoir le faire à la main. Donc c'est un inconvénient pour certains, mais après ça c'est une question de goût et de préférence. Donc là on sélectionne français ou une autre langue si on désire. Là c'est pareil pour le clavier. Ici, moi, j'ai pas besoin d'une autre disposition, donc je fais ignorer. Donc ici, étant donné qu'on a sélectionné dans nos paramètres le réseau en haut uniquement, ça fait qu'on n'a pas Internet. Donc là, c'est comme si on avait débranché en fait notre câble Ethernet ou qu'on n'avait pas connecté notre Wi-Fi grosso modo. Donc là, ça nous dit qu'on n'a pas accès à Internet et c'est ici en fait qu'on va faire à la main. Ce que Rufus fait automatiquement, c'est qu'on va faire en fonction qu'on n'est pas obligé de se connecter avec un compte Microsoft. Donc pour ce faire, vous appuyez sur la touche Maj ou Shift, tout dépend comment vous l'appelez. Donc c'est la touche avec la flèche vers le haut au-dessus de la touche CTRL à gauche de votre clavier. Donc vous appuyez dessus, vous la laissez maintenue et vous appuyez sur F10. Là, il y a une invitée de commande qui va s'ouvrir. Et donc c'est pas sensible à la casse, c'est-à-dire que vous pouvez taper en majuscule ou en minuscule, ça revient au même. Et vous tapez OOBE anti-slash bypass NRO. Et arrivé ici, vous faites entrer, votre ordinateur va redémarrer. Enfin, la machine virtuelle. Donc ça permet en fait tout simplement de ne pas avoir l'obligation de se connecter avec un compte Microsoft pour pouvoir installer notre Windows. Et à partir de ce moment-là, on va pouvoir créer un compte local, donc rentrer notre nom d'utilisateur que Rufus fait automatiquement quand on le fait par la clé USB, et ainsi que notre mot de passe, et ainsi de suite. Donc là, on resélectionne notre langue. La disposition, si on en veut une seconde. Là, bah, je n'ai pas Internet. Ici, mon nom d'utilisateur. Le mot de passe. On le confirme. Les questions de sécurité. Alors évidemment, je vais marquer tout pareil, étant donné que je ne veux pas marquer des choses personnelles. Donc ici, au niveau de toutes les questions, c'est simple, c'est sur non. Bon, après, sauf si vous avez des préférences de marquer sur oui, mais... De toute façon, tout ce qui est paramètres, on va le faire par la suite. Donc ça, c'est... Même si vous marquez sur oui, ça sera changé si vous suivez le reste des configurations. Donc là, il n'y a qu'à patienter maintenant qu'ils finissent la seconde phase d'installation.
Donc voilà, la seconde phase est finie. Donc on peut le voir étant donné qu'on n'a pas internet, mais déjà on a plein d'icônes en moins parce que bah, il n'a pas pu faire tout ce qui était téléchargement. Mais ça on va le faire par la suite parce qu'on va connecter notre internet pour pouvoir faire les mises à jour évidemment de notre système et ainsi de suite. Donc pour l'instant on va laisser comme ça et on verra le reste après. Donc nous sommes arrivés à l'étape où on a installé notre Windows tout aussi bien en physique ou sur une machine virtuelle. Donc là, il va falloir faire les mises à jour. Donc on en était arrêté, ou pour ceux qui ont installé l'ordinateur physique, c'était ici. Et pour ceux qui ont installé Windows sur une machine virtuelle, on était ici. Donc ceux qui ont installé l'ordinateur sur une machine physique avec Rufus, au prochain redémarrage, ce qui va changer, on va redémarrer l'ordinateur, c'est qu'étant donné que l'installation a été faite automatiquement par rapport à la création de l'utilisateur, il va falloir changer le mot de passe au premier redémarrage. Donc on va voir ça là. Donc comme on peut voir, le mot de passe doit être modifié pour la première connexion. Donc ici, c'est là qu'on définit notre mot de passe. Alors, ça peut activer le numéro. Et donc là, le mot de passe a bien été changé. Donc à partir de maintenant, il reste plus qu'à faire les mises à jour et on va revenir. Je vais juste montrer par rapport aux ceux qui ont installé Windows sur une machine virtuelle. Donc on s'en est arrêté ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la VM dans la machine virtuelle dans le même état que l'autre. C'est-à-dire qu'on va installer déjà d'une part VMware Tool. Donc lecteur DVD. Et ici, on double-clique sur Setup. On installe. Donc on fait sur suivant. Ici, on laisse sur typique. On fait sur suivant et installer.
Donc voilà, l'installation c'est terminé. Donc là, il va nous demander pour redémarrer. Moi, ce que je vais faire, c'est je vais me faire non. Et ce que je vais faire, c'est je vais arrêter la machine. Comme ça, après, il n'y aura plus de différence entre un ordinateur physique et une machine virtuelle. Parce que pour les configurations, en fait, après, c'est exactement la même chose. Donc sur ma machine virtuelle, ce que je vais faire, c'est que en réseau, je vais me mettre en NAT, pareil que ce que je suis sur ma machine physique. Comme ça, il n'y aura plus de différence. Parce que là, sur ma machine physique, c'est pareil, je suis comme un vrai ordinateur en NAT, donc j'ai accès à Internet. Donc comme ça, à partir de maintenant, au niveau des configurations, il n'y a plus rien qui va changer. Et donc on se retrouve pour faire au niveau des mises à jour. Donc on se retrouve et on est toujours à l'étape de la post-installation. Et on va effectuer donc les mises à jour. Donc on soit sur une machine physique ou sur une machine virtuelle, c'est exactement la même chose. Il faut mettre sa machine à jour avant de pouvoir bien la configurer. Donc j'imagine que vous savez déjà, il n'y a rien de plus simple. Un clic droit sur le panneau sur l'icône de Windows, paramètres, Windows Update, et vous faites rechercher les mises à jour jusqu'à temps qu'il n'y en ait plus à rechercher et à installer. Vous faites ça jusqu'à la fin. Une fois ceci fait, vous allez sur le Microsoft Store, dans les téléchargements, et c'est pareil, vous recherchez les mises à jour et vous installez tout ce qui est installé. Comme ça, au moins, par défaut, tout sera à jour, tout sera installé, et après on pourra commencer à faire le tri dedans et pouvoir configurer. Donc je vous laisse faire ça parce que ce serait trop long de le faire en vidéo, et une fois que le système est à jour, on se retrouve. Donc on se retrouve à l'étape où nous étions à la post-installation, où normalement vous avez effectué donc les mises à jour de Windows Update, Microsoft Store et de Windows Defender. Donc on va vérifier que notre machine est bien à jour. Clic droit sur l'icône Windows, paramètres, Windows Update, rechercher mise à jour. C'est à jour. Microsoft Store, téléchargement, rechercher mise à jour. C'est à jour également. Donc on ferme Microsoft Store. Dans les paramètres, on va sur confidentialité et sécurité, sécurité Windows, protection contre les virus. On descend un peu plus et on vérifie que le système est à jour également ici. Voilà. Donc les trois mises à jour indispensables sont faites pour pouvoir continuer. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est les logiciels. Donc tout en restant général évidemment. Alors je ne sais pas si vous connaissez Ninit, je vais vous le présenter. Donc vous avez plusieurs possibilités comme à chaque fois pour installer vos logiciels. Soit vous allez sur le site officiel de l'éditeur, soit il existe Ninit. Ninit, ça reprend une partie générale des logiciels et ce qui vous permet de tous les télécharger et les installer par un seul biais donc de Ninit. Donc ça va télécharger l'installateur sur le site officiel dans sa dernière version et ça l'installe sur votre ordinateur, ce qui est très pratique. Donc vous avez plusieurs catégories dans les navigateurs. Donc vous choisissez votre navigateur que vous préférez. Donc je vais rester général, je vais pas tout prendre parce que sinon on n'en finira jamais. Donc juste les essentiels, bah, c'est un navigateur. Après en essentiel, bah, il y a 7-zip. Après en essentiel, vraiment bon, en essentiel, réellement, que je vois, c'est les deux, un navigateur et quelque chose pour décompresser, même si Windows permet de décompresser certaines choses. Après, on va faire le point un peu plus spécifique. Donc, Discord, c'est toujours pratique de s'en servir.
Après, il y a d'autres VLC qui est très pratique. Après tout ça, on verra plus tard. Après, ici. Alors, Revo, c'est très bien. C'est un petit peu un logiciel avancé. C'est pour pouvoir désinstaller des logiciels. Donc Windows le fait par défaut évidemment. Mais lorsque Windows désinstalle un logiciel, en fait il laisse toujours des fichiers résiduels dans votre ordinateur. Et Revo, lui, il est capable de détecter ces fichiers résiduels et vous proposer de les supprimer. Donc il faut faire attention, comme d'habitude, à ce qu'on clique. Évidemment, il faut lire et savoir sur quoi on clique. Mais ça vous permet vraiment de nettoyer en profondeur lorsque vous désinstallez quelque chose. Donc c'est très très bien, je vous le conseille. CCleaner, je vous le conseille pas, ça sert à rien. Ça crée plus de conflits qu'autre chose. Windows permet de clear ce que vous avez à clear par nature. LibreOffice, ça peut être bien si vous voulez pas utiliser Microsoft Office 365, donc qui est payant, même s'il y a des alternatives qu'on verra par la suite. Ça, c'est quelque chose d'open source, donc si vous préférez, vous pouvez utiliser ça. Là, je vois qu'il y a un lecteur PDF également. Il en existe d'autres. Au niveau de la sécurité, alors ça c'est pareil. Windows Defender, de l'instant qu'il est à jour et configuré comme il faut, presque par défaut, est largement suffisant dans 90% des cas. Rajouter un antivirus, en fait, ça va faire plus prendre des performances sur votre ordinateur qu'autre chose. Après, le premier antivirus, c'est vous, c'est de savoir d'où proviennent les choses sur lesquelles vous cliquez, que ce soit des liens, des logiciels, des scripts ou peu importe quoi. Ça c'est vous, c'est les bonnes pratiques. Rajouter un antivirus, ça fait double emploi. Microsoft Defender est largement suffisant. Après, si vous avez des doutes, vous pouvez toujours scanner sur Virus Total ou des choses comme ça, des sites en ligne, et qui vous permet de vous dire si le fichier que vous souhaitez utiliser est suspect ou pas. Après, en termes d'outils de développement, pour l'instant, je ne vais pas utiliser, même s'il y a beaucoup de choses qui sont bien dedans. Alors, WinMerge, c'est bien. C'est pour comparer en fait des fichiers, savoir si les fichiers sont pareils, si vous avez deux fichiers texte ou deux fichiers autres que texte à comparer, ça peut vous aider et ça vous dit en fait la différence entre les deux. Mais il y a Meld qui est très bien, celui-ci là, que j'ai sur mon PC personnel, qui est très bien, que je préfère à WinMerge. Donc bon, une fois que vous avez sélectionné les logiciels que vous souhaitez installer, bah, tout simplement vous cliquez sur Get Your Init. Ici, ça va vous télécharger un exécutable qui se trouvera du coup dans vos téléchargements. Et bah c'est pareil. Vous double-cliquez dessus, vous acceptez. Et quand on regarde dans les détails, on voit en fait que ça télécharge et que ça installe logiciel par logiciel. Donc ça va télécharger sur les sites officiels la dernière version du logiciel et ça l'installe sur votre ordinateur en créant les raccourcis. Donc ça les installe par défaut, c'est des installations par défaut, mais là on n'en est pas encore au point des configurations. Pour l'instant on fait les logiciels et on fera les configurations plus tard. Donc voilà, là toutes les installations se sont terminées. Donc on ferme, et ça c'est pareil, Discord, on va pas le connecter maintenant. Donc maintenant ce qu'on va procéder, c'est les extensions sur les navigateurs. Donc pour les navigateurs et les extensions, je reviens après une petite coupure parce que j'ai bafouillé comme il faut. Donc il y a plusieurs extensions qui sont bien. Donc après ça dépend également évidemment de votre utilisation de votre navigateur. Mais la principale, ce sera évidemment uBlock Origin. Donc on va prendre le lien. On va démarrer notre Firefox.
Alors, je vais le définir par défaut. Voilà. Alors, on va aller sur l'extension, on va l'ajouter, autoriser en navigation privée, on va l'ajouter, on va l'épingler à la barre des tâches, comme ça c'est parfait. Donc le bloqueur d'origine c'est principalement pour éviter tout ce qui est pub. En termes d'anonymat de sécurité, il y a Privacy Badger, il est là. Donc il y en a énormément d'applications qui sont intéressantes. Après, plus vous installez d'applications, plus votre ordinateur, enfin votre navigateur est susceptible d'être submergé. Donc c'est pas bien non plus d'en avoir 136. Donc le principe c'est toujours pareil, hein. On épingle, comme ça au moins si on cherche nos extensions, on les retrouve. Et je vais prendre getCookie pour au cas où que si vous utilisez mon application pour pouvoir les télécharger des vidéos sur YouTube, au moins elle sera mise. Et j'épingle. Voilà. Bon, après, vous pouvez regarder dans vos paramètres, évidemment, PPST, ouais. Si au niveau de vos paramètres, ce qui vous semble le plus intéressant, et de le mettre à jour, mais ça, on y reviendra peut-être par la suite. Donc je reviens, nous étions à l'étape des navigateurs et extensions, parce que je voulais quand même revenir par rapport à la configuration du navigateur que je trouve important. Donc on va aller regarder au niveau des paramètres. Donc déjà ça, on va le fixe. Donc ici, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en Firefox. Ça, on va laisser sur photo. Bon, ça, j'imagine qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui vont s'en servir, mais on va le mettre quand même. Après, ça, c'est si uniquement vous utilisez évidemment Firefox en termes de navigateur par défaut. Mais sinon, vous le faites par rapport à votre autre navigateur, hein, ça revient au même. Donc, en termes de configuration du navigateur, ouvrir les fenêtres et onglets précédents, non, il n'y a pas besoin. Alors ça, il n'y a pas besoin, justement, non, ça, faut éviter de tout faire démarrer en même temps que votre ordinateur, mais ça, on y reviendra par la suite au niveau des configurations. Les profils, donc ouais, je ne vais pas rentrer dans les profils, c'est pas général, je vais pas me connecter avec des profils. Ouvrir le lien dans un onglet, oui. Non, ça non, pas, il n'y a pas besoin. Ouvrir un lien provenant d'application côté anglais si vous consultez, non. Aperçu sur survol, rassembler, oui. Afficher les aperçus, non, non. Alors ça, c'est à votre préférence. Si vous avez plusieurs onglets et que vous n'avez pas fait attention, que vous fermez votre navigateur et par exemple vous avez configuré que ça supprime l'historique automatiquement, ça peut être intéressant d'avoir un avertissement avant. Mais trop d'avertissements, ça peut être chiant. Donc ça, c'est en fonction de vous. Donc ça, c'est pareil en termes de navigateur. Si vous préférez les onglets en haut ou sur le côté, ça c'est également par rapport à vous. Donc moi personnellement je préfère sombre, ça va déjà beaucoup mieux. Remplacer les couleurs, donc ça non. La police on s'en fout un petit peu, tout ça on s'en fout. Le français, ok. On va aller vraiment dans le truc important. Vérifier l'orthographe, ok. Toujours demander ou enregistrer. Bon, dans le téléchargement c'est très bien. Navigation privée. Tac, tac, tac. Afficher historique d'un jour. Rechercher mes à jour, ça c'est bien de le faire. Mais là, à jour, on vient de l'installer. Installer mise à jour quand Firefox n'est pas lancé, ça on peut laisser. Et paramètres de performance recommandés, oui. Défilement automatique, oui. Alors ça peut être bien. Comme ça, vous avez la recherche qui se lance en même temps que vous écrivez. Bon, ça en fait à votre préférence si vous préférez avoir des conseils ou pas, enfin des recommandations. Donc ça c'est bon.
au niveau de l'accueil. Alors, page d'accueil par défaut, c'est très bien comme ça. Contenu de la page d'accueil. Alors, ça c'est pareil, c'est à votre préférence. La page d'accueil, là actuellement, c'est l'hécatombe. Euh, Moi, j'aime bien, c'est hop, tout enlever. Là, ça donne quoi? Ah, bah déjà, ça commence à être mieux. Il manque quand même la barre de navigation. Recherche web, ça doit être celle-ci. Voilà, parfait. Ça, on s'en fout. Alors, activité récente, moi, personnellement, j'aime pas. Mais après, voilà, ça permet de personnaliser en fonction de vos goûts et de vos couleurs. Afficher thème, afficher suggestion. Non. Alors, là, vous pouvez en décocher si vous voulez décocher, par exemple. Si vous l'utilisez que Google, si vous voulez utiliser également vos marque-pages dans les raccourcis de recherche, c'est là que vous configurez. Bon, on peut laisser ça comme ça n'a pas trop d'importance. Alors là, par contre, ça a de l'importance. Donc, standard, strict et personnalisé. Si vous mettez strict, vous allez avoir des problèmes de navigation, c'est ça qui est dommage. Demandez au site de pas vendre, oui, même si ça sert pas à grand chose. Donc là, c'est ici que vous pouvez supprimer votre historique, mais vous pouvez également faire historique ici, gérer l'historique ou effacer l'historique récent. Et là, vous pouvez soit tout effacer, soit depuis les 4 dernières heures, les 2 dernières heures, tout. C'est là que vous choisissez quoi. Alors là, vous pouvez sélectionner d'effacer l'historique à chaque fermeture. Mais bon. Donc là, c'est en fonction de vos mots de passe, si vous avez un gestionnaire de mots de passe ou pas, mais on va pas rentrer dans des configurations comme ça. Ça, non. Ça, c'est les informations de paiement, vaut mieux pas l'enregistrer dans le navigateur. Permission, localisation. Donc tout ça, de toute façon, on va bloquer par les confidentialités après. De Windows directement. Alors, envoyer des données, on enlève. Performance habitée entre les mises à jour, améliorer les fonctionnalités. Oui, envoyer ping au quotidien d'utilisation, non. Donc ça, c'est pour synchroniser votre compte, je vais pas rentrer là-dedans. Contrôleur d'IA. Donc voilà, donc déjà dans l'ensemble, c'est bien comme ça. Au moins, bon après la météo là, c'est si vous voulez l'afficher ou pas. Mais déjà ici, si on, c'est déjà beaucoup plus intéressant. Après, vous pouvez cliquer droit ici et personnaliser la barre d'outils. Donc ici, vous pouvez configurer un petit peu comment vous voulez stocker les éléments de votre barre d'outils. Donc ce qui est intéressant, c'est de... Vous pouvez mettre ça, d'effacer vos données, plutôt que d'aller dans les paramètres à chaque fois. Euh, Alors ça, pour afficher la page d'accueil, c'est bien aussi. Moi, je ne l'ai pas mis au bon endroit. Si vous faites souvent des captures d'écran, ça peut être bien. Enfin voilà, vous mettez un petit peu ce que vous voulez mais c'est là que vous configurez en fait. Vous pouvez changer à chaque fois les emplacements. Donc voilà, je vous montre juste. Après, vous voyez quoi en fait. Donc voilà pour la configuration du navigateur. Au moins, c'est déjà beaucoup plus propre. Après, je vous laisse peaufiner quoi. Allez, donc on se retrouvera pour la suite. Donc les outils essentiels, je ne sais pas si je vais les faire ou pas, étant donné que on a déjà installé
Après, ça risque de rentrer vraiment dans des cas particuliers. Donc je sais pas, on va sûrement passer directement à la configuration du système. Donc on se retrouve, nous en sommes à l'étape toujours de la post-installation, cette fois-ci au niveau de la configuration. Donc on va configurer notre système. Donc c'est la partie la plus complexe parce que et plus personnelle en même temps, parce que déjà d'une part c'est personnel, complexe parce qu'il faut regarder attentivement quand même à ce qu'on modifie, mais c'est également la partie la plus importante. Donc déjà on va faire le tri sur notre bureau qui commence à devenir le bazar. Donc ici nous avons nos raccourcis dans la barre des tâches, donc on n'a pas besoin de les avoir non plus sur le bureau. Donc vous pouvez les mettre un petit peu comme vous les voulez. Par exemple, moi j'utilise pas Edge, donc je le détache de la barre des tâches, comme ça me l'enlève. VLC, j'aime bien l'avoir dedans. Revoin Installer, je m'en sers pas tout le temps, donc je vais pas le mettre dans la barre des tâches, ça sert à rien. En fait, c'est voilà, en termes de logique, c'est un petit peu comme ça que je pense et que je vous invite à penser, ou sinon faites comme bon vous semble. Hop, voilà, comme ça le bureau est déjà plus clair. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans les paramètres. On va commencer par les plus importants, c'est-à-dire la confidentialité et la sécurité. Alors ce que je voudrais faire avant, c'est quand même changer le thème, parce que le thème clair comme ça, moi j'en peux plus. Je pourrais pas faire ça comme ça. Le thème, ah oui, Windows n'est pas activé, donc je vais pas pouvoir changer de thème comme ça. Alors on va le changer autrement. On va voir si ça fonctionne toujours. Lecteur C. Windows. Ressources, thème et dark. Ah, on commence déjà à revivre. Donc je reprends ici après une petite coupure parce que j'ai remarqué que plus j'allais configurer de paramètres, moins j'avais la possibilité de le faire étant donné que notre Windows n'est pas activé. Donc normalement nous devions activer Windows à l'étape 8 et nous en sommes à la configuration à l'étape 6, mais on va quand même activer Windows à partir de maintenant. Donc la seule possibilité légale et officielle d'activer un Windows, c'est d'acheter une clé. Ce qu'on ne fera pas ici, mais c'est ce que je vous inviterai à faire, c'est la façon légale. Donc ici, il y a deux possibilités d'activer Windows. Soit en exécutant une commande sur un site d'un gars qu'on va regarder sur GitHub, c'est une commande PowerShell, ou soit vous avez la possibilité également d'acheter des licences valides. Ici, c'est des licences à 90 centimes. C'est quelque chose de sérieux. Moi, j'achète des licences dessus depuis plusieurs années. J'ai jamais eu aucun souci. Donc après, à chacun, moi, je vous donne trois possibilités de faire, la légale et les deux autres façons un peu moins officielles. Et donc après, je vous laisse libre de choisir et d'assumer les conséquences de vos actes. Donc on va se rendre sur le GitHub en question pour pouvoir activer notre Windows. Donc c'est cette commande PowerShell qu'il faut activer. Donc on va ouvrir un terminal Windows. On va l'épingler dans notre barre des tâches. Comme ça sera fait. Alors je vais le refermer pour l'ouvrir en tant qu'administrateur. Voilà qui est fait. Et ici, en fait, tout simplement, je vais copier avec ce bouton la ligne de commande et je vais faire un clic droit qui va directement la coller dans mon terminal Windows. Là, je fais entrer. Donc c'est une commande PowerShell qui s'exécute et qui lance un script. Donc ici, vous avez même la possibilité de faire Office, mais on va se concentrer pour l'instant sur Windows. Donc là, si je fais l'étape 5 pour check activation statut, en fait, on voit que j'ai un Windows donc professionnel. Bon, ça vous donne plein de renseignements. Et le statut, je suis en notification, c'est-à-dire que pour l'instant, notre Windows n'est pas activé. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est l'activer. Donc je vais faire l'étape 1 là-haut.
Donc là, on laisse le script se dérouler. Donc là, le message en vert donne, ça veut dire que ça a été effectué. Donc là, on a juste appuyé sur une touche et on revient au menu principal. Donc là, on voit que notre Windows a été activé. Bah, tout simplement, on tape 0, comme on voit ici, pour quitter. Ici, c'est pareil, soit on ferme avec la croix, soit on fait exit et on quitte. Et là, si je vais dans clic droit sur l'icône paramètres, système, information système, on voit que notre Windows est activé. Donc, on va revenir sur les paramètres de confidentialité et sécurité. Donc, on retourne, on quitte notre activation et on retourne à notre configuration. C'était juste un aparté. Donc, nous avions configuré déjà, ça n'a pas changé le Windows. Au niveau de la géolocalisation, c'est désactivé. Recommandation pardon, et offre, c'est désactivé. Dictionnaire personnel d'entrée manuscrite, historique des saisies et des modèles d'écriture. Pour créer un dictionnaire personnel de son, on peut laisser activer. Diagnostic commentaire, c'est désactivé. Fréquence des commentaires, automatiquement recommandé choisir la fréquence à laquelle Windows demande vos commentaires. Jamais. Donc moi je règle en fonction évidemment déjà d'une part de mes préférences, tout en essayant de rester général. Après c'est à vous de faire vos choix. Moi j'ai tendance à tout refuser et d'accepter après ce que j'ai besoin d'accepter en fonction des situations. Donc la voix c'est désactivé. Historique de recherche, là c'est désactivé. Donc vous pouvez même effacer tous vos historiques. Donc ici au niveau de trouver mes fichiers, il y a soit classique, soit avancé. Bah, c'est mieux de faire avancer, au moins ça cherche vraiment partout lorsque vous cherchez quelque chose. Gérer les comptes à appareil personnalisé Windows sans cherche. Là, rien de particulier. Alors, afficher ou masquer les boutons qui apparaissent dans la barre des tâches. Donc ça, c'est ici, ce que vous pouvez régler, par exemple. Donc ça, c'est pour avoir plusieurs bureaux. Enfin, de toute façon, je ne vais pas tout faire non plus à fur et à mesure. Je vais configurer, vous allez voir, et c'est à vous aussi de regarder ce que vous voulez faire. Bon, tout ça, c'est juste les widgets. Ouais, je peux retirer. Ça, la météo en bas à gauche, on s'en fout. Notification, l'apprenant d'application du système n'est pas dérangé. Activer. Ok. Tout ça, c'est pas forcément les trucs les plus importants, même si c'est bien. Donc, nous en tient là. Donc là, il faut faire tout ça, en fait. Tout ce qui est géolocalisation, bah là, faut tout désactiver. Enfin, moi, c'est ce que je fais personnellement. Caméra, c'est pareil. Après, si j'utilise une application spécifique et que je vois que je veux faire un zoom ou je sais pas quoi, un Teams ou des trucs comme ça, que vous n'avez pas la caméra, bah, c'est ici qu'il faut venir regarder. Si vous avez un microphone qui n'est pas détecté, c'est ici qu'il faut venir regarder. Bon, moi, tout est refusé par défaut et vous autorisez simplement après ce que vous avez réellement besoin d'utiliser. Ça c'est désactivé, c'est très bien.
Intercontact, calendrier. Non, en fait, si vous lisez, en fait, c'est toute personne utilisant cet appareil peut choisir si les applications ont accès à son calendrier lorsque cette option est activée. C'est-à-dire, si vous utilisez des applications, en fait, ça peut lire si vous avez un calendrier. Et il y a même les sites web qui peuvent accéder à votre micro si vous l'autorisez, et ainsi de suite. Donc, c'est, en termes d'anonymat et de sécurité, on va dire que c'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc là, c'est simple, tout désactiver et on verra après pour continuer. Confidentialité et sécurité, on a fini. L'accessibilité, ça c'est pas grand chose. Jeu et langue, date et heure. Donc ça c'est pareil, il n'y a pas énorme. Donc là c'est pour connecter évidemment un compte Microsoft. Donc après là pour l'instant on est en tant qu'administrateur mais on créera un compte local une fois qu'on aura tout installé et configuré et on utilisera un compte local plutôt que de rester sur un compte administrateur. Donc ici, voilà, ça c'est les options de connexion. Donc c'est là que vous pouvez régler un code PIN pour éviter de taper votre mot de passe à chaque fois. Vous pouvez configurer un code PIN. Donc ça c'est un petit peu de la personnalisation, de la même de l'optimisation et de la sécurité quoi en fait. Hein. Donc ici vous retrouvez vos applications installées, les applications par défaut. Donc ici maintenant que notre Windows est activé, on peut utiliser un thème et choisir vraiment ce qu'on veut. Donc il a fallu activer Windows pour pouvoir faire tous ces paramètres-là, pas simplement la personnalisation au niveau du thème, si avec ça encore. Donc au niveau de là, c'est bon.
Bon, au niveau de ces paramètres-là, c'est bon. C'était surtout ceux-là qui étaient les plus essentiels en fait à faire. Après, c'est vraiment de la personnalisation, donc bon, ça c'est propre à chacun, les goûts et les couleurs. Donc au niveau de ça, c'est bon. Le navigateur, on va fermer. Donc au niveau là du menu démarrer, c'est une catastrophe. Alors, gestionnaire de la barre des tâches. Là, il y avait quoi? Donc ça, on laisse, ça, on laisse. Alors, ce n'est pas ici. Normalement, il y a quelque chose pour régler. Je sais plus c'est où. Paramètres, gestionnaire des tâches. Non, parce qu'on va pas devoir faire tout. Non, alors pas désinstaller, c'est pas ça qu'on veut pour l'instant. C'est désépingler. Désépingler. Ah mince, ça c'était l'écran, je me suis trompé de bouton. Alors détacher de la barre des tâches, ça déjà c'est bon. Désépingler. Lui on peut le laisser. Moi, ça j'aurais pu le mettre dans la barre des tâches. Ici, épingler à la barre des tâches. Hop. Ça c'est pratique de l'avoir. Alors, recommandations. Normalement, paramètres de démarrage. Ah bah voilà. C'était dans personnalisation. Afficher les applications. Ah voilà, c'est ça que je voulais. Ça, on enlève. Afficher les fichiers recommandés dans le menu de démarrer, on enlève. Afficher les recommandations. Non, ça on s'en fout. Voilà, ça c'est par rapport lié au compte Google. Voilà, déjà là c'est comme beaucoup mieux. Donc après vous avez la possibilité de le faire en grille ou directement après en liste normale. Et déjà ça fait bien le ménage. Après en termes de ici au niveau des fichiers ainsi de suite, parce que là comme on voit, par exemple, je sais pas l'extension de ce fichier-là. Je sais pas si c'est une photo, je sais pas si c'est un document .text, je sais pas si c'est un exécutable, j'en ai aucune idée. Donc ici, dans afficher, afficher encore une fois tout en bas, ici on fait extension de nom de fichier. Et là on voit que c'est un exécutable. Donc par exemple, parce que si quelqu'un vous envoie en fait un fichier exe, mais qu'en fait que vous pensez que c'est une photo, que c'est un virus, vous pouvez double-cliquer dessus sans savoir ce que c'est. Donc c'est toujours bien d'avoir ça. Ici, les cases à cocher, c'est très bien aussi. Si vous avez plusieurs éléments, je sais pas, par exemple, on va aller dans Windows, ou même dans AppData ou dans Temp. Bah ici, vous pouvez tout cocher, ou cocher certains éléments seulement. Donc c'est très pratique d'avoir ces éléments-là. Après, ici, c'est pour les détails. Bon, après, ça, c'est un petit peu du peaufinage. Ici, vous pouvez aussi, dans les options, afficher les fichiers récemment utilisés, afficher les dossiers récemment utilisés, ou fréquemment, ça on peut enlever. Enfin, c'est de l'anonymat. Après, c'est encore une fois, c'est en fonction de vos préférences, quoi, en fait. Mais quand vous ouvrez un truc, vous avez peut-être pas envie que tout le monde voit ce que vous faites d'habitude, ou je sais pas. L'affichage ici, c'est pareil, vous pouvez regarder pour afficher même les fichiers cachés. En fait, si vous créez des fichiers cachés ou les fichiers système, c'est comme ça que vous les retrouvez parce qu'ils sont cachés par défaut. Donc bah déjà c'est pas mal là-dessus, ça vous donne un ordre d'idée d'où c'est qu'il faut aller pour pouvoir retrouver les éléments.
Donc ça on peut supprimer, c'est ce que, ah non, c'est ce que je vous avais montré pour l'antivirus, je vais laisser, c'est pas grave. Donc voilà en termes de configuration. Après, ce qu'il faut faire aussi, c'est dans le gestionnaire des tâches. Alors ça c'est très important, mais ça c'est que vous pouvez le faire dans chaque application, mais c'est très bien de le faire ici aussi. Alors ça doit être ici. Donc c'est dans cet onglet-là, application de démarrage. En fait, vous avez les éléments qui démarrent en même temps que votre ordinateur. C'est-à-dire que tout ce qui est activé là, ça démarre en même temps que votre ordinateur. Donc c'est-à-dire que plus vous allez installer de choses sur votre ordinateur, plus il y a d'applications par défaut qui vont démarrer en même temps que votre ordinateur, et plus vous allez vous dire mon ordinateur il est lent à démarrer. Donc Discord, vous n'avez peut-être pas forcément besoin qu'il démarre en même temps que votre ordinateur, vous avez besoin qu'il démarre quand vous voulez l'utiliser. Vous le désactivez, au moins il démarre pas. Google Drive c'est pareil, enfin il y a plein de choses comme ça. Ça c'est pour les sécurités, donc on laisse. Là l'update de Discord c'est pareil, on peut enlever. Ça ça fait partie de la machine virtuelle, donc on peut laisser parce que sinon ça va bugger. Mais voilà, c'est ici que vous réglez en fait. Plutôt que d'aller dans chaque application et de regarder désactiver le démarrage en même temps que Windows, vous pouvez le faire ici. Donc voilà pour l'essentiel des configurations. J'ai essayé d'aller un peu vite, je sais pas si c'est tout bien compréhensible, mais vous voyez un petit peu le principe. Après, ça a ajusté en fonction de vos goûts et vos couleurs, je peux pas choisir pour vous, mais ça vous donne un ordre d'idée des choses qu'il y a à faire. Ou à ne pas faire en fonction de vos goûts. Donc on va pour la suite du coup passer à l'optimisation. Et je vais faire ça donc après. Donc nous sommes arrivés à l'étape de l'optimisation. Donc arrivé ici, on prend en considération qu'on a installé tout ce qu'on avait installé et configuré tout ce qu'on avait à configurer dans notre Windows. Et maintenant on va supprimer en fait ce qui est installé par défaut dans notre Windows lorsqu'on l'installe. Donc pour ce faire, il existe tout simplement un lien GitHub qui nous permet de le faire automatiquement. Donc par exemple, là si on regarde dans les installations qu'on a de Windows par défaut, on a des jeux, il y a plein de choses qu'on n'a pas besoin qui sont installées par défaut et qu'on n'a pas envie non plus de devoir supprimer à fur et à mesure manuellement. Donc on va sur le lien GitHub en question. Ici, nous avons une commande PowerShell. Donc pareil que quand on avait activé notre Windows, on va sur notre terminal, on l'ouvre en tant qu'administrateur. Et ici, avec un clic droit, on colle la commande et on fait entrer. Donc là, ça télécharge et ça exécute le script. Alors, donc là, il y a deux modes différents, le mode par défaut et le mode personnalisé. Donc on va aller sur le personnalisé pour voir ce qu'on a à faire. Alors je vais enlever ça. Donc ici en fait vous allez pouvoir sélectionner ce que vous désirez supprimer de l'ordinateur ou pas. Donc comme on peut voir il y a énormément de choses. Alors peut-être pas tout qui est installé par défaut sur votre machine, mais si c'est pas installé, évidemment ça ne le désinstallera pas. Mais comme on voit, il y a énormément de choses. Donc les caméras, Connect Camera, Candy Crush, enfin voilà quoi, il y a Cartona si vous voulez pas Cartona, il y a énormément de choses qui sont dedans.
Donc tout ce qui est également lié à vos imprimantes, ce qui vous installe pour leurs produits et ainsi de suite, comme les trucs de HP là, qui a pas besoin de nécessité pour faire fonctionner votre imprimante, bah tout ça c'est pareil, ça supprime. Donc il y a énormément de trucs, comme on peut le voir. Donc tout simplement, si vous savez pas trop, le mieux c'est vous faites par défaut. Au moins comme ça, bah ça sera par défaut. Donc ici, l'utilisateur à prendre en considération, bah c'est vous. Remove pour all user, create a system restore point recommandé. Donc ça veut dire que s'il y a une erreur d'exécution durant la manipulation, il y aura un point de restauration qui permettra de revenir à l'état initial. Donc c'est toujours bien de faire des points de restauration lorsque vous faites des manipulations qui pourraient endommager votre système, parce que comme ça a été dit, si vous lisez leur lien GitHub, qu'il y a des possibilités, alors ça n'arrive jamais, parce que moi c'est pareil, si je le dis, c'est que je l'utilise, sinon je dirais pas d'utiliser si c'est des trucs que j'utilise pas. Mais comme il vous le dit, en fait, ça peut, il y a toujours un risque quand on utilise quelque chose comme ça, qui est un dysfonctionnement. Restart Windows Explorer Process API change immédiatement. Voilà. Donc vous faites comme ça. Vous faites par défaut, comme ça au moins, il n'y a pas de, il n'y a pas de chichi de savoir ce que je dois cocher ou pas ce que je dois cocher. Donc déjà, ça sera déjà un grand ménage minimum de fait sur vos PC. Donc ça c'est pareil, ce genre de script là, ça désactive certains paramètres qu'on a fait tout à l'heure manuellement en termes de télémétrie Windows, c'est-à-dire toutes les données qu'il récupère sur vous et ainsi de suite. Ça les désactive également automatiquement. Parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas vues, j'ai intentionnellement pas montré, mais il y a certains services Windows d'activer par défaut sur votre Windows. C'est des services en fait qu'on dit de télémétrie, ça veut dire que ça récupère des données sur votre utilisation de votre Windows qui envoie ça à Microsoft, et donc c'est de la data, c'est de la collecte de données à votre insu, parce que vous savez pas ce que vous envoyez ou ce que vous envoyez pas, et ainsi de suite. Donc ça les désactive automatiquement. Donc bah voilà, là le script il est fini, bah tout simplement vous pouvez fermer. Alors je sais pas si ça l'a mis dans les téléchargements, non même pas, ça la supprime automatiquement, donc c'est parfait. Donc là, à ce niveau-là, c'est bon. Vous fermez votre navigateur, vous redémarrez votre ordinateur, ce qui est bien après toute grosse restructuration du système. Même si là c'est que des installations, mais bon, c'est bien de le faire. Et donc là, partie optimisation, on a fait déjà un grand pas. Et la prochaine étape, du coup, ça sera la création de comptes utilisateurs pour pas tout le temps rester connecté sur un compte administrateur. C'est toujours plus de sécurité. Et lorsque vous voudrez faire des tâches administratives comme installer un logiciel, et ben ça vous demandera le mot de passe administrateur et vous pourrez le faire. C'est pour ça qu'on le crée que à la fin, pour ne pas tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, de devoir à chaque fois taper des mots de passe, ainsi de suite. Donc voilà. Donc on se retrouve pour la prochaine étape au niveau de la création pardon, du compte utilisateur. Donc nous sommes arrivés à l'étape toujours de l'optimisation, mais à la création de comptes utilisateurs pour éviter de tout le temps rester connecté en tant qu'administrateur sur notre ordinateur. Donc pour ce faire, on va faire un clic droit sur l'icône Windows, on va faire paramètres, compte. Donc on voit bien là ici que j'ai un compte administrateur, c'est un compte local, c'est pas un compte Microsoft, mais c'est un compte qui a les droits administrateurs. Donc je vais aller sur autre
utilisateur ici. Je vais ajouter un compte. Ici, je vais cliquer sur que je ne dispose pas des informations de connexion de cette personne. Et ici, je vais cliquer sur ajouter un utilisateur sans compte Microsoft. Donc, ce sera toujours un compte local. Ici, je vais donner un nom d'utilisateur à ce compte. Donc là, cette fois-ci, je vais le marquer admin. Je vais lui donner un mot de passe. Je vais le confirmer. Je vais taper les réponses aux questions de sécurité. Donc ici, je recommande de ne pas marquer d'informations personnelles et de facilement qu'on peut facilement deviner, parce que ça va devenir en vérité votre compte administrateur. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que ce compte-là, on va lui donner les droits administrateurs, et votre compte actuel, on va le passer en tant qu'utilisateur normal. Étant donné qu'on a fait toutes nos configurations du thème, les configurations du système, ainsi de suite sur notre compte, on va lui le conserver pour utiliser notre Windows. Mais par contre, on va recréer un nouveau compte qu'on passera à administrateur. Donc là, mon admin, c'est un compte local. Les options du compte, changer de type de compte, là, c'est un utilisateur standard. Ce n'est pas un utilisateur admin. Si je regarde par exemple dessus, ici, là, si je fais net local groupe administrateur, agrandir, on voit ici que j'ai l'administrateur de Windows, ça c'est intégré dans Windows, et j'ai mon compte Zitoun en tant qu'administrateur, d'accord? Je n'ai pas d'autres comptes. Ici, je le passe donc en tant qu'administrateur, je fais OK, et là mon compte admin est devenu administrateur et c'est un compte local. Donc quand on marque compte local ici, faut comprendre que ce n'est pas un compte Microsoft en fait, c'est ça la différence. Donc ça je peux fermer. Si je me reconnecte sur ma ligne de commande et que je refais un net local group administrateur, j'ai écrit quoi? Admi, ah oui, administrateur. Ici maintenant on voit que j'ai admin, qui est le nouveau compte qu'on vient de créer. Administrateur, ça c'est le compte administrateur de Windows par défaut. Et notre compte Zitoun. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va se déconnecter de notre compte Zitoun. Donc là, je fais un clic droit sur cette icône, ou peut-être un clic gauche, ça fonctionne aussi, ou un clic gauche, ça fonctionne aussi. Je fais se déconnecter. Ici, j'ai un nouveau compte qui est affiché, c'est admin. Je vais me connecter dessus. Donc là, c'est en train de créer l'environnement du compte, qui va être le compte administrateur de notre système, mais lui, il n'aura pas tout le thème et tout ça qu'on a configuré. Et on s'en fout parce qu'en fait, lui, tout ce qu'on veut, c'est qu'il ait les droits administrateurs pour autoriser ce que nous, on va faire sur notre système. Donc ici, on va juste quand même marquer non. Hop, pas obligatoire, enfin uniquement ceux qui sont obligatoires. Non, non. Et voilà. Donc là, ça nous crée le compte administrateur. Donc on peut, comme on peut voir, en fait, bah, c'est pas notre thème, c'est pas les logiciels qu'on a installés, ainsi de suite. Mais on s'en fout. Tout ce qu'on veut, c'est que c'est un compte administrateur. Donc là, on va faire un clic droit sur l'icône Windows. On va aller dans Paramètres. On va aller dans Compte. Ici, on voit bien que c'est un compte administrateur. On va aller sur Autre utilisateur. Et ici, sur Zitoun, qui est un compte administrateur et qui est un compte local, donc qui n'est pas un compte Microsoft, on va lui changer les droits. Donc on va faire changer le type de compte. Et lui, on va le passer en administrateur standard. On fait OK. On ferme la fenêtre. Là, si je vérifie encore une fois avec Terminal,
si je vérifie avec net local group, alors je vais agrandir qu'on voit bien. Ici, on voit que j'ai admin, administrateur, mais j'ai plus le Zitoun. Zitoun n'est plus administrateur. Donc pour le vérifier, on va faire une déconnexion de ce compte-là. On va se connecter avec le compte Zitoun, qui est notre compte principal, mais qui n'a plus les droits administrateurs. Ah non, ça fait pas vu numérique, il n'est pas activé. C'est pour ça l'importance, c'est pas forcément votre mot de passe sur ce compte-là, c'est surtout sur le compte admin. Ce qui en fait là actuellement, même si vous faites pirater en faisant je sais pas quoi sur votre machine, et ben la personne qui vous a hacké n'aura pas les droits d'administration parce que même vous ne les avez pas. Il faudra connaître le mot de passe administrateur pour l'avoir. C'est-à-dire que là, si j'essaye de démarrer mon application en tant qu'administrateur, ici, vous voyez bien, ça me demande le mot de passe admin. Ça me demande pas le mot de passe de mon compte utilisateur, ça me demande le mot de passe administrateur. Et là, par contre, si vous tapez le mot de passe administrateur que vous avez configuré, vous avez le droit de le faire. Elle est juste, pardon, elle est juste là, la subtilité, en fait. C'est cette différence-là. Mais ça veut dire que bah, si la personne qui connaît pas le mot de passe admin, même si vous pirate votre compte, bah, il n'aura pas accès aux droits administrateurs. Donc c'est déjà, c'est beaucoup plus compliqué pour faire des choses sur votre ordinateur. Donc par exemple là, si vous voulez installer une application, un logiciel ou tout ce que vous voulez, et ben quand ça vous demandera le mot de passe, ça demandera le mot de passe administrateur. Ça ne vous demandera pas votre mot de passe à vous. C'est uniquement pour vous connecter à votre compte que ça vous demandera votre mot de passe. J'espère que toutes ces subtilités-là, je les ai assez bien résumées. Alors pourquoi j'ai dit ici que j'allais créer un compte utilisateur? C'est parce qu'en fait, tous nos paramètres qu'on a fait, les configurations de notre système, les installations qu'on a faites, le thème qu'on a appliqué et ainsi de suite, en fait, on l'a appliqué pour nous en servir. Donc, c'est pour ça qu'il y a la subtilité de créer un compte utilisateur qu'on passe à administrateur et que nous, notre propre compte, on le rétrograde en tant que un compte normal, sans droit administratif. Voilà, j'espère que j'ai été clair et on passera donc après à la suite. Donc nous sommes arrivés sur la partie bonus qui nous permet tout simplement de télécharger et d'installer Microsoft Office 365. Donc je rappelle que c'est une méthode non officielle. Vous avez la possibilité soit d'acheter une licence et de télécharger Microsoft Office 365 sur le compte de Microsoft, ou la méthode gratuite alternative de télécharger LibreOffice, qui est open source et gratuite, comme je le disais, même si ça offre pas toutes les mêmes possibilités que peut offrir Microsoft Office 365. Au-delà de cet aparté, on va se rendre sur le compte GitHub de Massgrave. Alors, arrivé ici, tout simplement, vous avez la possibilité de télécharger Microsoft Office. Donc, on va regarder ici par rapport à la langue qui nous intéresse. Donc, nous, c'est le français. Ici, dans les applications inclus, vous avez la liste en fonction de ce que vous cherchez. Vous n'êtes pas obligé de télécharger la full. Donc, moi, je vais montrer la full. Vous cliquez dessus, l'installateur va se télécharger. Il se trouve dans vos téléchargements. Donc je peux baisser mon navigateur. Je double-clique dessus tout simplement. Donc là, j'ai la demande du mot de passe administrateur qui m'est demandé, parce que ça s'exécute en tant qu'administrateur. Donc je valide. Donc là, le téléchargement et les installations vont se lancer une à une. Donc je vous laisse regarder là comment ça se passe.
On voit que là, il nous a dit que l'installation était terminée. Donc, il est en train de finir en fait de convertir nos fichiers. Donc, on voit que là, tout est prêt. Donc, tout simplement, à partir de là, on va pouvoir maintenant ouvrir chaque application qu'on a installée. C'est important de procéder à cette étape-là. Donc là, je ne possède pas de clé produit. Et on ferme. Juste, on ouvre à chaque fois et on ferme. C'est pour accepter en fait toutes les conditions. Format Office XLM, format document, bon, on s'en fout un petit peu, ça c'est en fonction de ce que vous allez utiliser. Donc là, j'ai ouvert Word, je referme. Je fais pareil pour mon Excel. Alors moi, j'ai pas de clé produit. Voilà. Je fais pareil pour PowerPoint. Non, je n'ai pas. Hop. Et je referme. Je fais pareil pour... alors, il y a quoi d'autre? Alors, Word, je crois pas que je l'ai bien fait. Hop, hop. Voilà. Et je referme. Qu'est-ce que j'ai installé d'autre? On va regarder. Access, je l'ai pas ouvert. Et je referme. Qu'est-ce qu'on a installé d'autre? Excel, on l'a fait. Il nous reste quoi? OneDrive, vu que c'est la version, là, on va l'ouvrir. Et on referme. OneDrive, je suis pas sûr que c'était obligatoire de le faire, mais je le fais au cas où, on sait jamais. OneNote. Donc là, non. Là, j'ai pas d'abonnement. Alors je ferme. J'accepte. Envoyer les données. Non, ne pas envoyer. OK. Donc là, c'est pareil. Je ferme. Après OneNote, qui était ici, il nous reste Outlook. Alors c'est celui-ci. Ignorer pour l'instant. Utiliser comme affichage uniquement. Ignorer pour l'instant. On ferme. Et on referme. Donc on était à Outlook. Il y a PowerPoint. Je suis pas sûr que je l'avais pas déjà fait. Publisher. Est-ce qu'il en reste d'autres? Publisher, on l'a fait. Skype Entreprise. On referme. Et Word, on l'a déjà fait. Je vais cliquer ici, au moins ça s'affichera plus en nouveau. Voilà. Donc, maintenant qu'on a ouvert chaque logiciel qu'on vient d'installer de Microsoft Office, on va revenir sur le premier onglet tout en haut, Activate Windows et Office, et on va faire exactement la même chose que tout à l'heure. On va copier ce lien-là. On va ouvrir un terminal en tant qu'administrateur. On va rentrer notre mot de passe administrateur. Et avec un clic droit, on va copier la ligne de commande.
Donc là, ça va nous exécuter notre script. Et ici, au lieu de faire 1 pour activer Windows, on va faire 2 pour activer Microsoft Office. Donc là, on fait le 1, parce qu'on a déjà installé. Donc là, le navigateur, en attendant, on peut le fermer. Donc on voit que ça marche successful. Et en vert, Office, il est activé en permanent. Donc si on veut vérifier, on peut faire sur statut, check activation statut en 5. Et là, on voit que tout est activé. Donc voilà, c'était pour vous montrer. Donc je rappelle que c'est une méthode non officielle. Donc nous sommes arrivés à une étape tout simplement d'une part de conclusion pour ceux qui utiliseraient ce tutoriel pour utiliser Windows sur un PC physique. Donc là actuellement vous avez une installation propre, un système configuré à minima correctement et sécurisé. Après à vous de peaufiner ce que vous préférez ou pas en termes de thème, en termes de préférence, de tout ce qu'on a pu configurer, ce qui vous plaît ou ce qui ne vous plaît pas. Donc vous savez à peu près, si vous ne saviez pas avant, maintenant où aller. Et vous avez un environnement qui est prêt pour une utilisation optimale. Pour ceux qui suivraient ce tutoriel pour créer un laboratoire de développement, donc là, pour s'initialiser par exemple à la programmation ou autre. Donc là, il y a plusieurs idées installées pour faire du C++, du Go ou du Python. Donc le C++ est déjà un peu plus avancé, mais avec une IA, on se débrouille très bien. En termes d'IDE, avec une IA intégrée, il y a Cursor qui est très très bien aussi. Meld, ça peut convenir à tout le monde, c'est pour comparer des dossiers et des fichiers, ce qui est très bien aussi. Et bien évidemment Visual Studio Code qui permet de faire beaucoup de choses. Donc après ça c'est juste des idées que vous pouvez avoir. Si jamais vous êtes intéressé par ce type d'idées là, vous pourrez me le dire et je pourrais essayer de vous partager ce document en fait qui reprend un petit peu sur plusieurs langages de programmation, donc en l'occurrence 3 là actuellement, comment un petit peu on installe à partir d'un Windows, à partir d'un Linux, comment on setup un petit peu toutes les choses. J'ai intégré également dedans comment on peut créer des exécutables, des DLL. Vous avez plein d'informations sur les flags, hein, bref, un peu tout ça, aussi bien sur le C++ que sur le Go, et également sur le Python, avec un bref rappel de la logique, personnellement, que moi j'utilise pour créer des petits programmes. Donc après ça, si jamais vous êtes intéressé, vous pourrez me le dire et je pourrais essayer de vous le partager. Donc voilà, la fin du tutoriel, si on peut appeler ça comme ça, va s'arrêter là. Je suis pas un youtubeur, donc j'ai essayé de faire ça au mieux pour partager et essayer de faire découvrir et de faire intéresser les gens, tout aussi bien à essayer de construire un Windows assez proprement, en tous les cas le plus possible, et initier les gens à la programmation, ça peut toujours aider. Et on verra peut-être par la suite pour l'installation d'un Linux, pourquoi pas utiliser Exegol ou des choses comme ça qui sont également très intéressantes. Sur ce, je vous laisse. Ciao, ciao.